Mes amis, la force va à la force. C'est une leçon de syndicaliste. La force que vous voyez rassemblée ici n'est pas tombée du ciel, n'a pas été accordée comme une faveur. Elle a été conquise par l'engagement de consciences libres qui ont décidé, rompant avec tous les autres cadres organisés, de fonder ceci. Cette force capable d'élever la clameur que vous venez d'entendre, qui nous permet de reprendre de l'énergie, cette force qui efface les deuils quand nos rangs se creusent, hélas, cette force capable d'accueillir la nouvelle génération. Cette force, c'est le peuple, c'est nous qui en sommes le détachement avancé. Cette force, c'est une intelligence collective et non pas une dévotion qui serait portée à des hommes ou à des femmes. C'est une intelligence collective. Oui, nous aimons les campagnes électorales parce qu'elles nous mettent soudain, nous, conscience engagée, les militants qui gâchons le repas du dimanche en famille par nos opinions, avec la masse, avec notre souverain, le peuple. Nous qui n'avons d'autre ambition que d'en être l'expression politique et qui méprisons tous ceux qui veulent être autre chose, comme le disait si bien Maximilien Robespierre. Nous allons à la rencontre de notre souverain, le suffrage universel, la France. Et alors, oui, nous allons à la rencontre de cet instant magique qui émeut toute conscience démocratique, toute conscience républicaine, dans le secret de l'isoloir, la magie magnifique qui fait que personne n'a plus de pouvoir qu'une autre personne en raison de sa fortune, où personne n'a moins de pouvoir qu'une autre personne du fait de sa religion ou de sa couleur de peau. Enfin, le droit de vote magnifie ce que nous sommes, l'idée que nous nous faisons de la cité libre, du cœur libre, de la conscience libre, dans l'égalité, dans la liberté, dans la fraternité. Le droit de vote n'est pas seulement un devoir du citoyen, de la citoyenne, c'est une dignité. Et pour cela, c'est un pouvoir terrible, un pouvoir que craignent tous les puissants, du fait même de la force qu'il donne aux plus humbles d'entre nous. Un pouvoir qui vous permet de faire devant votre conscience le serment d'Angela Davis. Je n'accepterai plus, je n'accepterai pas les choses que je n'ai pas pu changer. Je changerai les choses que je ne peux plus accepter. Pouvoir terrible. Alors les puissants, et en particulier tous les gouvernements des libéraux, qui, comme vous le savez, n'aiment ni les lois, ni les règlements, ni rien qui entrave leur pouvoir ou qui organise l'exercice de la liberté, sont là à l'affût de voir par quels moyens il est possible de vous disperser, par le racisme, par la haine, mais bien sûr, d'abord et avant tout, en vous écartant des isoloirs. 12 millions de non-inscrits ou de mal-inscrits dans la République française. Et pendant ce temps, que font les pouvoirs publics pour y remédier? Rien. Absolument rien. C'est nous qui devons faire la campagne qui vous alerte, qui alerte vos voisins, qui alerte le peuple. Peuple, écoute! Peuple des cités populaires, peuple de la jeunesse, peuple qui avait voté pour le programme L'Avenir en commun, qui avait porté vos bulletins de vote sur moi,
Il paraît, d'après les instituts de sondage, que vous n'êtes que 43% à vouloir aller voter. Eh bien, si vous abandonnez le combat, ne vous étonnez pas ensuite qu'il soit perdu. Mais rarement, vous aurez eu une élection comme celle que nous allons vivre. Non, ce n'est pas une élection simplement, dirais-je, pour élire des députés européens. C'est la première fois que cette élection prendra la signification particulière d'un vote à mi-mandat, d'une présidence interminable qui va chaotique, d'une pagaille à l'autre, d'une destruction à l'autre, d'une menace à l'autre. C'est la première fois que votre bulletin de vote fera de vous le bras prolongé qui a commencé à la poitrine de Jean Jaurès. Si vous ne voulez pas de la guerre, votez insoumis. Oui, nous aurons à subir, comme d'habitude, les stigmates ordinaires par lesquels les influents tâchent de concrétiser leur pouvoir. Comme dans tous les pays, au Sénégal, au Brésil, en Équateur, la manipulation judiciaire pour empêcher la liberté d'expression. Eh bien oui, en France aussi, en voie de république bananière. Il arrive que concordent d'une manière toujours frappante le calendrier judiciaire et le calendrier électoral. Comment pourrais-je oublier que l'année qui suivit notre résultat de 2017, à la première élection qui se présenta, nous eûmes 100 policiers, 10 procureurs et une perquisition d'heureuse mémoire dont vous vous souvenez tous qui était là d'abord pour nous flétrir. Nous aurons à subir, comme d'habitude, ces interviews où pas une question qui ne soit une accusation, pas un commentaire qui ne soit disgracieux, pas un nom cité que ce ne soit pour le flétrir. Et combien d'autres de ces mauvais coups? Ne vous plaignez pas. Le poète et philosophe Sénèque vous donne le sens de ce que vous êtes lorsque vous ressortez de tout cela sans avoir changé d'avis. Que vous êtes Daniel Obono, qu'on a traité d'une manière indigne dans ce journal qui a été condamné pour cela. Que vous soyez Rachel Keke-Moké, que vous soyez tous ces camarades, toutes ces consciences engagées montrées du doigt. Non, ne vous plaignez pas, vous ressortez plus fort. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient, dit le stoïcien Sénèque. Bien sûr, nous aurons aussi à subir les conséquences de nos propres sottises, car nous en commettons. On a bien vu, en 2019, comment nos embrouilles n'avaient pas arrangé nos affaires. On a bien vu comment, ici ou là, on se plaît à interroger d'abord ceux qui viendront en notre nom dire du mal à notre sujet. On connaît aussi les coups de barre sondagiers qui permettent de démoraliser à longueur d'année, nonobstant des erreurs qui feraient rougir n'importe qui d'autre, mais qui n'atteignent pas ceux qui les commettent. Enfin, tout de même, alors que les marges d'erreur sont de 3%, paraît-il, dans les sondages, on ne se trompe pas de 5 à mon sujet, 48 heures avant l'élection présidentielle, alors que des millions de gens, s'ils avaient su que la possibilité était ouverte d'accéder au deuxième tour, seraient venus donner le coup de main dont nous avions besoin. Mais je ne veux pas
nier la part de vérité que contiennent ces sondages. Vous savez que dorénavant, ils ne comptent que les personnes sondées qui sont sûres et certaines, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, de voter. Et cela, figurez-vous, qu'ils ont l'air d'avoir des motivations suffisantes et une trouille suffisante pour venir voter parce qu'ils ont peur de vous. Alors oui, si vous vous abstenez, vous votez Macron et Le Pen. Vous ne faites pas simplement que de rester chez vous, ce qui fait de vous un citoyen, une citoyenne inutile. Vous votez contre vous-même. Alors, la défense de votre dignité, dis-je à ceux qui m'entendent à cet instant, puisque mon discours est retransmis, exige que vous vous engagiez. Et pour s'engager, nous, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas aller raconter la lettre au Père Noël que nous comptons adresser à l'Europe. C'est-à-dire l'Europe qui ceci, l'Europe qui cela. Nous voudrions que, nous espérons que, nous n'espérons rien, nous n'attendons rien, car nous savons de quoi ils sont capables et c'est de cela dont nous ne voulons pas. On nous dit alors, mais vous disiez que vous étiez... Laissez-nous tranquilles. La question du statut de l'Europe n'est pas posée dans cette élection. Il n'y a pas de constitution prévue. Par conséquent, nous ne tomberons pas dans le piège de commencer avec je ne sais qui, je ne sais quelle discussion à propos de l'Europe idéale. Nous n'accepterons pas non plus les chants doucereux des eurolâtres. Tout va bien, tout ira mieux. Merci l'Europe de nous donner des sous pour la politique agricole commune, en oubliant de dire que ces sous, ce sont les nôtres, et que nous en donnons 9 milliards de plus que nous en recevons. Les eurolâtres pour qui ils n'ont pas vu. Mais rappelez-vous, il y en a ici qui ont mon âge et peut-être un peu moins, sans doute. En tout cas, assez pour avoir entendu la douce chanson que moi aussi j'ai chantée un temps où j'y croyais. Nous voulons l'Europe sociale. La prochaine fois, c'est l'Europe sociale. Ayons-en vu les avantages de l'Europe sociale. Et puis nous sommes passés de ça à ce qu'il en reste aujourd'hui. Il n'y a même plus l'ancien pacte social. Il y a un socle dans lequel il n'est prévu aucun avantage pour les travailleurs. Il y a un socle, mais il y a surtout une seule et unique chose qui compte. On est passé de l'Europe sociale à celle de l'austérité permanente, du chômage de masse, de la dette accumulée dans les États sans aucun secours, de la Banque centrale européenne qui en détient une grande partie et qui augmente les taux d'intérêt pour que les peuples encore tirent la langue plus longue qu'ils l'ont déjà aujourd'hui. Ensuite, ils nous ont parlé, je vais faire bref, c'était à l'époque où il y avait l'Union soviétique et où nous étions menacés par les chars de l'armée rouge qui étaient à 48 heures de Paris, nous disait-on, à chaque élection. Alors, l'Union n'est plus soviétique, elle se contente d'être russe, mais les chars sont toujours là, paraît-il, et les revoici qui figurent dans le programme électoral. Nous sommes donc passés de l'Europe de la paix au temps de l'Union soviétique, à l'Europe de la guerre, aujourd'hui, et de l'économie de guerre. Voilà ce qu'ils ont fait du grand rêve que les pères fondateurs leur avaient légué. La question n'est pas de savoir ce qu'on va faire de cette Europe, mais comment les peuples vont pouvoir sortir de la crise économique permanente de cette Europe, de la logique d'exploitation comme seule variable d'ajustement, faire baisser le prix du travail. Comment les peuples vont pouvoir sortir d'une crise écologique provoquée, amplifiée par l'Union européenne, qui ne met aucune limite à l'utilisation des pesticides, qui ne s'intéresse pas aux conséquences désastreuses pour la santé publique et qui est incapable de tenir ses objectifs par rapport au changement climatique. Enfin, une Europe incapable de prendre ses marques dans la crise géopolitique du monde. Voici l'essentiel, voici le concentré
de ce que nous avons à faire. L'ordre du monde est en train de changer. La puissance dominante de la période précédente, qui avait même cru un temps qu'elle était la seule au monde, les États-Unis d'Amérique, est aujourd'hui vacillante et des poussées apparaissent de ce qu'on appelle injustement, mais enfin utilisons ce terme, le Sud global. C'est ces BRICS qui apparaissent et qui regardent ce qu'on appelle les Occidentaux, il paraît que c'est nous. Mais nous, les Français, nous ne sommes pas si occidentaux que ça, puisque nous sommes présents sur tous les continents du monde. Alors qu'on veuille bien nous compter dans une catégorie à part. Universalistes, créolisés, français. La paix est en jeu dès lors que l'ordre géopolitique change, parce que les dominants veulent continuer à dominer et ceux qui voudraient dominer s'acharnent à trouver leur place dans une nouvelle domination. Si bien que plus que jamais, il faut être la France alignée si on veut être non alignée, si on veut être la France utile. Il faut être la France au service exclusif de la paix si on veut être utile à l'humanité universelle. Comme d'habitude, nous entendons les braiements de ceux qui reviennent avec le souvenir de leur propre turpitude. Eux qui ont capitulé quand c'était Munich viennent nous reprocher à nous de dire qu'il est inutile de s'exposer à une guerre sur le continent. Ne croyez pas que ce soit une menace dans le vide. La guerre résulte des conditions qui la rendent possible et nécessaire pour certains, mais encore, la guerre résulte de l'incapacité des dirigeants à maîtriser ce qu'ils ont engagé. C'est avec l'assassinat d'un archiduc que commence la guerre, la Première Guerre mondiale. Et nous sommes plus proches des conditions politiques de la Première Guerre mondiale que celles de la Seconde, où il était juste et légitime de s'armer pour vaincre les nazis. Mais cette fois-ci, quelle étrange situation pour la France, puissance nucléaire, d'être gouvernée par des gens qui sont capables, dans un Conseil des ministres, de parler d'un incident à Sciences Po et d'y envoyer le Premier ministre pour en changer le règlement intérieur et faire toute une histoire pour quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Mais au moins, que ce soit dit, ça a produit quelque chose de magnifique. 33 étudiants disant « Nous sommes juifs et nous ne permettons pas qu'on utilise notre judéité au service de la répression des droits des Palestiniens. » Merci, jeunes gens, merci 1000 fois, merci 1 million de fois, car quelle est la France qui ne veut pas que ses enfants soient triés par leur religion, mais seulement séparés par le débat et leurs opinions. Le vote insoumis est le vote de l'unité de la patrie républicaine. Le vote qui ne montre du doigt aucune religion, aucune couleur de peau. Il faut ouvrir le chemin de la paix. Écoutez-moi, il est possible qu'il y en ait parmi vous qui se disent que ce chemin, oui, bon, ok, on a compris, c'est la paix, mais ça n'existe pas. Monsieur Mélenchon, la preuve, c'est qu'il y a une guerre. Eh bien, quand il y a une guerre, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la faire arrêter. Et la question à se poser, c'est de savoir si c'est possible. Eh bien, tous les éléments sont là. Par exemple, à Gaza, il n'est pas vrai qu'on ne puisse pas arrêter la guerre et le massacre. Il suffirait que les États-Unis d'Amérique cessent d'approvisionner en armes le gouvernement de M. Netanyahou. Il suffirait que la France cesse de le faire. Il suffirait que l'Union européenne, avec les députés que vous êtes en train d'élire, soit là pour dire « Stop, assez, nous rompons ». Le contrat de coalition et de coopération avec Israël. Nous demandons le jugement des criminels de guerre, de tous les criminels de guerre, car nous ne les distinguons pas. À propos de Gaza, nous ne propageons aucune autre utopie que celle-ci. Appliquez le droit international, puisque c'est vous qui l'avez fait voter. Cessez-le-feu immédiat et permanent, application des résolutions de l'ONU, fin de la colonisation. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'extraordinaire?
puisque c'est la même chose qu'on répète depuis tant d'années. Mais alors, si on le répète depuis tant d'années, nous leur disons « Respectez au moins la loi que vous faites voter. Respectez au moins le droit international que vous avez établi. » Il en va de même à propos de l'Ukraine. Si vous n'êtes pas là pour dire un chemin existe, qui va le faire? Vous allez écouter toutes ces fanfaronnades de gens qui vous disent « Il faut nous armer, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. » Faire quoi? Nous conduire tout droit à la guerre? Pour quel résultat? Un seul résultat, les destructions massives, la mort, encore la mort. La guerre ne peut rien faire d'autre que des morts, des victimes, de la désolation, de la destruction. La guerre est l'échec de la condition humaine. La guerre est l'échec de la civilisation. La guerre ne produira jamais rien d'autre que la guerre encore, la guerre toujours, la guerre ensuite. La paix est possible à propos de l'Ukraine, à la condition qu'on comprenne une chose. Au point où en sont réduits la situation, il ne peut y avoir d'autre issue que celle où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Une paix qui donne à chacune des deux parties des garanties mutuelles. J'ai entendu un journaliste s'étrangler. Mélenchon a dit des garanties mutuelles. Cet ignorant ne savait pas que c'est précisément les mots qui avaient été utilisés par M. Macron lui-même, mais qu'utilisent tous ceux qui savent que les garanties doivent être mutuelles entre qui? Les combattants. Évidemment que les garanties sont mutuelles. Ensuite, il faut évidemment, une fois que ce principe a été posé, entrer dans le chemin de la paix par des mesures concrètes qui conviennent aux deux parties. Ainsi, la protection des centrales nucléaires, qui conduirait à créer des zones démilitarisées instantanément. Mais le Parlement ukrainien a demandé cette garantie. Les Russes n'ont pas dit qu'ils s'y opposaient. Et si on entre dans cette logique, alors on entre dans la logique du cessez-le-feu. Et s'il y a un cessez-le-feu, alors on peut discuter de la sécurité des frontières. Maintenant, petit à petit, je les vois venir. Il leur faut du temps toujours pour admettre que nous avons raison. La conférence pour la sécurité des frontières, il n'y a aucun besoin d'inventer des structures. Elles existent déjà. C'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Elle a été décidée en 1975, c'est-à-dire en pleine guerre froide, entre deux blocs qui se préparaient le cas échéant à détruire le monde puisqu'ils possèdent la possibilité de le détruire 16 ou 17 fois, ce qui fait au moins 16 ou 15 fois de trop. La conférence de sécurité, évidemment, elle conduirait à négocier. Et, d'après ce que nous a dit le président Macron, à Manuel Bompard, qui est ici, à la réunion qu'il a faite, il a dit « Les Russes sont prêts à un cessez-le-feu ». Et il dit « Oui, mais c'est pour reconstituer leur potentiel ». Peut-être bien, mais c'est toujours ça de prix. Et quand on commence le cessez-le-feu, eh bien, on n'est pas obligé de penser à la reprise du combat. Deuxièmement, il a dit à Manuel Bompard que le président Zelensky était prêt et savait qu'à la fin, il lui faudrait accepter une consultation des populations concernées par les frontières. Et tout le monde comprend, de simple bon sens, que ce qui était vrai avant la guerre n'est peut-être plus vrai alors que la guerre a eu lieu, et que certains qui éventuellement se sentaient plus d'un côté puissent se sentir plus de l'autre. Dès lors qu'on est d'accord pour le cessez-le-feu, dès lors qu'on est d'accord pour le référendum des populations concernées, dès lors qu'on est d'accord pour démilitariser tout ce qui entoure les réacteurs nucléaires, alors quel est l'obstacle à la paix? La France, bien sûr, peut dire « Oui, mais M. Poutine n'est pas un interlocuteur fiable. » Pourquoi pas? Mais alors le combat doit quand même être mené. Il doit être porté devant l'opinion. Menacer d'envoyer des troupes, dire qu'il n'y a pas de limite, évoquer la capacité nucléaire de la France et prétendre l'étendre à toutes les nations d'Europe, cette absurdité. Vous imaginez un bouton qui donne accès
à l'usage de la bombe nucléaire avec 28 doigts dessus. Quel est le sens d'une idée pareille? Aucune, sinon de faire peur à qui? À l'adversaire supposé. Et donc, s'il a peur, de l'obliger à se mettre en situation de riposte. Voilà comment ce président, croyant créer je ne sais quelle ambiguïté stratégique, a réussi à ficher une pagaille indescriptible, déjà avec ses propres alliés, mais aussi avec les adversaires, parce que nous avons eu la réponse de Poutine. Et bien sûr que M. Poutine est un chef d'État dangereux, parce qu'il est un chef d'État impliqué par la question de la paix et de la guerre. Il fait donc dans son domaine ce qu'il croit être son devoir, comme nous-mêmes, nous faisons ce que nous croyons être notre devoir. Il faut parler de la paix, il faut voter pour la paix. La paix, la paix, la paix, c'est notre vote. La paix à Gaza, la reconnaissance de l'État de Palestine, la sanction des criminels de guerre, la paix en Ukraine, la paix. Alors voilà pourquoi il faut voter. Il faut voter pour être fort. Vous m'entendez? Pas pour témoigner, pas pour figurer, pour être fort. Si nous étions dans la configuration de l'Union, nous serions en train de talonner l'extrême droite et la question serait immédiatement posée à ce pays de savoir ce qu'il préfère entre nous et eux. Il y aura donc un délai plus long. Mais ce délai vous appartient, mes amis, mes camarades, d'en modifier le contenu. Il ne faut pas qu'on finisse encore une fois avec d'un côté les fachos, de l'autre côté les macronistes. Donc, vous devez, par la campagne que nous menons, nous hisser devant tout et tout le monde pour être en état de combattre et de préparer, oui, je l'ai dit, en 2024, l'élection de 2027, c'est-à-dire la déroute de tous nos adversaires et la victoire du programme que nous avons porté ensemble. Quelqu'un a dit « Ah mais je croyais que vous étiez pour la 6e République et vous êtes en train de présidentialiser l'élection européenne. » Mais c'est pas moi qui ai choisi la 5e République. Ne diminuez pas vos ambitions. Élevez-les au plus haut niveau possible. Ce à quoi nous aspirons, quelle que soit la difficulté, c'est à la victoire. Et alors on me dit, vous prenez des risques. Vous êtes bien bas aujourd'hui, et alors on a déjà été plus bas. Si vous voulez arriver au but, qu'il faut bien démarrer un jour, eh bien nous l'avons fait, et regardez-vous, ça n'est pas si raté que ça. C'est même plutôt le contraire. Oui, on a le droit de dire que l'élection européenne de 2024 prépare l'élection présidentielle de 2027. Comme vous faites votre lit, vous vous couchez. Comme vous préparez votre soupe, vous la mangez. Eh bien, comme vous préparez votre 2024, vous aurez votre 2027. Il faut bien commencer. Alors ça commence aujourd'hui. Et on n'a pas honte de le dire. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas là pour témoigner. Nous sommes là avec l'intention honnête, ouverte, démocratique, de gagner par la voie des urnes. Parce que telle est notre révolution citoyenne, qu'elle se mène par la voie des urnes, avec des bulletins de vote, plutôt qu'avec des balles dans les fusils. Nous ne demandons pas de la force. Nous demandons la force, celle de gagner. Et si on part de loin, comme vous le savez, à la fin, la tortue sagace finit toujours par approcher du but. Voilà. Et il y en a plein parmi vous. Ah, je vois le beau sourire de mon camarade Coquerel, président de la Commission des Finances. Je t'embrasse. Vous êtes là
Non, mais les autres sont jaloux, ça va, bon. Voilà, s'il faut faire 75 noms, là, on n'a pas fini. Et maintenant, elle commence à s'impatienter. Allez, pour la fin, il y en a pas mal d'entre vous qui ont lu Le Petit Prince, je suppose. Manon. Manon Meunier. Bien fait, vous n'avez qu'à vous asseoir là. Ça, c'est une citation pour vous. Écoutez, il faut bien réfléchir parce que c'est profond. Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions les suivent. Bon courage.